Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 73e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine. Alors ce sera un passage en revue incomplet vu que j'ai pas pu récupérer les nouveautés urbaines de cette semaine. Il y en avait deux, le dernier tome de Vicious Circle de Mattson Tomlin et Libermero, et le deuxième et dernier tome du Pingouin de Tom King et Raphaël de la Torre. Bon alors, concrètement, il n'y a que le Pingouin qui m'intéressait, mais ce sera donc pour la semaine prochaine. J'ai pas chopé non plus le dernier tome de la mythologie viking adaptée du bouquin de Neil Gaiman, qui normalement est sorti jeudi au Diable Vauvert. Là aussi, j'espère que ce sera pour la semaine prochaine. Du coup, on va essentiellement parler de Delcourt cette semaine. Delcourt qui vient de sortir deux titres, Somna et Cosmic Detective. Alors, on va commencer par Somna, de Becky Cloonan et Tula Lotay, qui est un titre qui a chopé le prix de la meilleure nouvelle série au dernier Eisner Awards l'été dernier. Alors c'est surtout un titre qui marque l'arrivée en France de l'éditeur américain Distillery, avec lequel Delcourt a signé un partenariat. On sait d'ores et déjà que deux autres titres sortiront en janvier prochain, Gone de Jock et Spectrograph de James Tynion IV et Christian Ward. Mais en attendant, c'est donc Somna, écrit et dessiné à quatre mains par Becky Cloonan et Tula Lotay. Alors, les crédits distinguent pas qui a fait quoi. Côté dessin, chacune a quand même un style très différent, donc c'est assez facile d'identifier qui a dessiné quoi. Côté scénario, par contre, là, je sais pas. Somna, c'est une histoire qui se passe... alors, c'est pas précisé quand. Vu le contexte, on est visiblement fin 19e, fin 17e, pardon. Début 18e siècle. Et à la grande époque des chasses aux sorcières aux États-Unis. Et Somna, ça raconte l'histoire d'Ingrid, qui est l'épouse d'un chasseur de sorcières, et qui, chaque nuit, fait des rêves, des rêves érotiques. Elle reçoit chaque nuit, pendant son sommeil, la visite d'une créature tentatrice, une créature qui va lui apporter en rêve le plaisir que son mari ne lui donne plus, occupé qu'il est à pourchasser et à condamner les potentielles sorcières qui pratiqueraient leurs rituels impies dans la région. Bon, en gros, Ingrid, elle fait des rêves érotiques, mais vu le contexte, c'est pas le genre de choses que tu peux te permettre d'aller raconter à ton voisinage, et encore moins à ton curé. Parce que, c'est le genre de comportement qui peut envoyer une femme tout droit au bûcher. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire débute, avec une jeune femme brûlée vive pour avoir, soi-disant, ensorcelé un homme. Bref, on l'a compris, Somna raconte la condition féminine dans un contexte ultra puritain d'extrémisme religieux, et où tous les pouvoirs sont aux mains des hommes. Et c'est donc une histoire de désir et de fantasmes sexuels réprimés, et qui prend la forme d'un conte érotique et onirique, et où les autrices passent autant de temps à raconter le quotidien d'Ingrid que ses nuits, qui est en fait le seul moment où elle est libérée du carcan de la société dans laquelle elle vit, et où elle peut laisser libre cours à ses pulsions. Graphiquement, ça donne quelque chose de vraiment intéressant, où Becky Cloonan raconte les journées d'Ingrid, et Tula Lotay raconte ses nuits, jusqu'à la dernière partie du récit, où tout ça va finir par se brouiller. Alors, j'avoue que je suis plus sensible au style de Cloonan, qui reste grosso modo le même depuis 20 ans,
qui est très inspiré par le trait de Paul Pope, mais qui me plaît toujours autant. Tula Lotte, je suis moins fan de cette espèce de photoréalisme retouché numériquement, mais le fait est que dans le cadre onirique dans lequel elle l'emploie, et en plus en contrepoint au style de Clunan, je trouve que ça fonctionne quand même vraiment bien. Après, voilà, on est sensible ou pas à son esthétique érotique un petit peu éthérée, chacun se fera son opinion. Côté scénario, c'est avant tout un très beau portrait de femme, d'une femme victime du monde dans lequel elle vit, et de ce point de vue, l'histoire d'Ingrid, elle a une certaine valeur universelle. Ça aurait pu être l'histoire d'une femme afghane aujourd'hui, ou d'autres femmes à différentes époques et dans différentes sociétés. Côté intrigue, faut pas s'attendre à des rebondissements de fou, on est plutôt dans une progression lente mais inexorable, et on se doute que tout ça va très mal finir. Il y a un côté un petit peu répétitif dans le déroulement du récit qui m'a un peu gêné au bout d'un moment, mais ça reste malgré tout un chouette récit qui est joliment mis en scène, et encore une fois, Ingrid, c'est un personnage que je trouve extrêmement touchant et attachant, et c'est vraiment elle qui est le moteur de ce récit, et qui fait que, on n'a pas envie de lâcher avant la fin. Donc ouais, en ce qui me concerne, lecture conseillée. En bonus, on a une dizaine de pages de couverture et de variant covers. Plus, après ça, on a quelques reproductions en noir et blanc de planches des deux dessinatrices. Somna est donc sorti chez Delcourt, 192 pages en grand format 22 par 28 cm. On est dans un format qui se rapproche des Black Label de chez DC. La traduction est signée Hélène Remo-Doniol, et l'album est au prix de 23,75 €. L'autre sortie Delcourt de la semaine, dans un format similaire, c'est Cosmic Detective de Jeff Lemire, Matt Kint et David Rubin. Alors, Lemire et Kint, ils ont déjà bossé ensemble, en particulier sur quelques titres Valiant. Et puis, David Rubin, lui, il a déjà bossé avec Matt Kint, c'était sur la série Ether, dont Urban avait publié 2 tomes, et puis, ils ont jamais publié la fin. Visiblement, ça n'a pas marché du tout, et c'est bien dommage, parce que c'était vraiment une chouette série, entre fantasy et science-fiction. Et aux États-Unis, Dark Horse a réédité l'intégralité de la série en un seul gros volume. Il faudra que je trouve le temps d'en parler un jour, parce que c'est vraiment une lecture que je conseille. Mais pour l'instant, revenons à Cosmic Detective, qui est dédié à Jack Kirby, qui, je cite ici, qui nous a montré que tout est possible sur les pages d'une bande dessinée. Et effectivement, Cosmic Detective est très librement inspiré par le côté cosmique déjanté de Kirby, disons sa période Eternals chez Marvel, pour situer un peu. Dans un registre similaire, ça fait aussi pas mal penser à Godland de Joe Casey et Tom Scioli. Encore un titre dont il faudra qu'on parle un jour. Malheureusement, jamais traduit en France. Et là aussi, quand même, un très bel hommage au cosmique déjanté Made in Kirby. Mais revenons à Cosmic Detective, qui est, comme son nom le laisse supposer, une enquête policière, mais dans un cadre qui sort quelque peu de l'ordinaire. Puisque, on va y suivre un détective, qui d'ailleurs n'a pas de nom, ou alors je l'ai complètement zappé, mais je crois pas. Un détective qui est chargé d'enquêter sur la mort d'un dieu. Appelons-le comme ça, faute de mieux.
On est là en fait dans un univers dans lequel vivent des créatures d'origine autre, et dont la nature et les pouvoirs les assimilent à des dieux. Et c'est une de ces créatures qu'on va retrouver morte au début du récit, et c'est sur cette mort que notre détective va enquêter. Et tout ça va donner lieu à une débauche d'effets psychédéliques et de dingueries visuelles. Clairement, l'intérêt premier de ce récit, c'est les planches de David Rubin. Et clairement, si on n'accroche pas à son dessin, c'est même pas la peine de tenter de lire le bouquin. Là, ça passe ou ça casse. Et en ce qui me concerne, ça passe. Je valide totalement. J'adore son dessin et ses couleurs, parce que l'un va pas sans l'autre, il me semble. Et aussi sa mise en page, son storytelling. Enfin bref, je prends la totale. Graphiquement, ça fait pas mal penser à Cancor de Matthew Allison chez Comics Initiative, dont j'avais parlé en début d'année. Il y a ce même niveau de bizarrerie dans les situations et dans les personnages mis en scène. Là aussi, voilà, c'est le genre de dessin qu'on aime ou qu'on déteste, mais il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et puis, côté scénario, en premier lieu, Jeff Lemire et Matt Kindt, ils sont là pour donner à David Rubin toutes les occasions de créer des dingueries visuelles. On se transporte d'un endroit à un autre en passant par le coffre d'une bagnole ou en fumant des cigarettes bizarres. Est-ce que les auteurs essaient de nous faire passer un message sur la manière dont ils sont allés chercher leur inspiration ? Je ne me prononcerai pas, mais si c'est ça, il n'y a pas que du tabac. Et puis, au bout du récit, et au bout de toutes ces dingueries, Jeff Lemire et Matt Kindt, ils réussissent quand même à donner de ce monde une vision très noire, très pessimiste et très matérialiste. Il est question de Dieu dans cette histoire, alors de Dieu au pluriel et avec un D minuscule, mais c'est pas du tout une histoire qui parle de religion, bien au contraire. S'il fallait chercher une comparaison, là on est plutôt du côté des grands anciens de Lovecraft. Alors là du coup tu peux par contre remettre des majuscules sur grands anciens. Donc des créatures à ce point puissantes que on peut les comparer à des divinités, mais pour qui l'humanité n'existe même pas. Elle se situe absolument sur un autre plan d'existence où l'humanité est insignifiante. Et là, on a une vision similaire, alors qui est beaucoup moins angoissante que chez Lovecraft, qui joue davantage sur la dérision que sur la terreur, mais on est quand même dans le même registre philosophique. Donc Cosmic Detective, je suis très fan. Encore une fois, je pourrais pas le recommander à tout le monde. Ça passe ou ça casse, mais perso, j'ai pris mon pied. En bonus, on a quelques esquisses préparatoires de David Rubin, avec les commentaires qui viennent souligner encore davantage tout ce que la série doit graphiquement à Jack Kirby comme inspiration. Et puis voilà. L'album fait 192 pages, format 22 par 28 cm, donc même format et même pagination que Somna, et même prix aussi, 23,75 €, et même traductrice, Hélène Remeau, et comme ça, vous savez à peu près tout. C'est tout pour mes achats de la semaine. Chez Panini, comme à peu près chaque semaine, rien. Alors, il y a des petites choses sympatoches. Il y a le premier tome de Spectacular Spider-Man de Greg Weisman et Humberto Ramos. C'est pas parfait, mais c'est quand même infiniment plus sympathique que les Amazing Spider-Man de Zeb Wells. Il y a Avengers Twilight de Chip Zdarsky et Daniel Acuna. Pareil, c'est plutôt plaisant à lire dans le genre dystopie super-héroïque. Après, de là mettre 20 balles ou plus dans un album, de mon point de vue,
ça les vaut pas. On a aussi le deuxième omnibus des Thunderbolts, 1168 pages à 90€. Bon, c'est les prix habituels pour ce genre de publication. C'est des épisodes dont je garde un bon souvenir. C'est la période où Fabian Nicieza succède à Kurt Busiek au scénario. Au dessin, Mark Bagley est encore présent sur la série sur la moitié des épisodes à peu près. En gros, il est là jusqu'au numéro 50 et ensuite il cède la place à Patrick Zircher. Alors si vous lisiez la série en VF dans Marvel Heroes, on peut noter qu'il y a dans cet omnibus des choses qui n'avaient jamais été publiées en France. Et en particulier, les deux mini-séries Citizen V and the V Battalion, qui sont toutes les deux écrites par Fabian Nicieza, et qui sont dessinées, alors pour la première, c'est par Michael Ryan, et pour la seconde, par Bud LaRosa. Alors c'est des récits qui sont en marge de la série principale. C'est pas indispensable pour la compréhension des principales intrigues de la série. Et puis bon, si vous avez déjà tout le reste, ça justifie clairement pas de dépenser 90 balles juste pour ça. Mais bon, pour les complétistes maladifs qui pourraient passer par là, je signale malgré tout. Et sinon, je vais pas acheter non plus la nouveauté iComics de la semaine, / Back to School, de Zoe Thorogood. Et si vous suivez la chaîne régulièrement, vous vous doutez bien du pourquoi. Avant ça, quelques mots sur le contenu, puisqu'on est quand même là pour parler de ça en premier lieu. / c'est donc la série créée par Tim Seeley il y a 20 ans de ça, en 2004. Et c'est une série qui met en scène Cassie Hack, qui est une chasseuse de monstres et de tueurs en série, et Vlad, qui est le géant pas très futé, qui l'accompagne dans ses aventures. Alors, en 20 ans, on a eu quantité de mini-séries chez différents éditeurs, y compris des crossovers avec Evil Ernie, avec Ash d'Army of Darkness, avec Chucky, etc. Et en France, je crois que ce qui a été traduit, il a été uniquement chez Vestron. Et donc, Tim Seeley a confié ses créations à Zoe Thorogood, le temps de cette mini-série, qui, du coup, se situe au début de la carrière de Cassie. Cassie qui va intégrer une école de chasseuses de slashers, et qui va y rencontrer d'autres gamines comme elle, qui ont survécu à un passé traumatisant, et qui vont être formées à combattre des tueurs. Là-dessus, on a une intrigue principale, une série de meurtres où des gamins massacrent leurs parents sans aucune raison apparente. C'est posé d'entrée, et on se dit que c'est l'intrigue qu'on va suivre. Sauf que non. Cassie et ses copines, en fait, elles vont se retrouver embarquées dans une série d'aventures sans lien entre elles. Elles vont se battre contre un lapin tueur, elles vont se retrouver dans un vieux jeu vidéo où elles vont affronter aussi un savant fou. Alors tout ça, ça permet à Zoe Thorogood d'adopter différents styles graphiques et de signer des planches que je trouve vraiment très chouettes. On sent vraiment qu'elle s'est éclatée sur cette série, et le fait est que son enthousiasme est quand même assez communicatif. À côté de ça, ça donne quand même un récit très brouillon, qui saute sans arrêt du coq à l'âne, et qui finit par être fatigant à force de courir dans tous les sens, tout le temps. Clairement, si comme moi, on aime le dessin de Zoe Thorogood, c'est un plaisir de la voir se frotter au genre horrifique. Ça lui permet de faire des choses très différentes de ce qu'elle a pu faire par ailleurs. Et encore une fois, de ce point de vue, on la sent très inspirée.
Après, côté scénar, clairement c'est mal dosé. Et puis surtout, l'intrigue principale est trop longtemps laissée de côté pour que la révélation finale fonctionne. Là, t'arrives à la fin, et tu te dis, j'ai raté un truc, et non, c'est pas toi, c'est Zoe Forgood qui a pas su amener le lecteur au bout de son histoire, et donc, ça fonctionne pas. Donc, voilà, c'est un titre qui vaut le coup d'œil plus que il vaut d'être lu. Après, voilà, c'est un trade paperback que j'ai acheté à sa sortie, 120 pages, 12,99$. Très franchement, je regrette pas mon achat. J'ai globalement l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Et donc, Hack/Slash Back to School vient de sortir en France cette semaine chez iComics. Et il est au prix de 24,95€. Alors les différences entre les deux éditions, c'est une couverture cartonnée, évidemment. Et puis sur le titre, on a un effet paillettes métallisées. Et puis c'est tout. Le format, lui, il reste le même, c'est du 17 par 26 cm. Et la pagination, c'est la même aussi. Et c'est donc vendu 24,95€. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette édition française. En ce qui me concerne, pour iComics, ça fait un moment que la messe est dite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.